Après Genesis, vu qu'il ne restait de Terminator que la dépouille et les traces de pas de ceux qui avaient dansé dessus jusqu'à ce qu'il n'en reste que de la bouillie, on s'est dit en haut lieu qu'il fallait redémarrer la machine. Pas la rebooter, hein. Enfin, presque pas. Juste à partir du 3 en fait. Je m'explique. Chronologiquement, le 6ème opus est en fait la suite directe du 2, donc le 3, mais qui est en réalité, techniquement, un redémarrage à zéro. Donc, qui annule non pas seulement Terminator 3, 4 et 5, mais aussi le 1 et le 2 en reprenant leurs enjeux auxquels ils donnent un nouveau visage, tout en reprenant les idées originales du 3, du 4 et même du 5. Je m'explique. Terminator Dark Fate, sorti en 2019, réalisé par Tim Miller et distribué par Disney. En 2042, Légion, l'intelligence artificielle en guerre contre l'humanité, envoie en 2020 un Terminator éliminer Dani Ramos, une jeune femme comme les autres, qui sera la future leader de la résistance, tandis que de son côté, Dani enverra Grace, une guerrière protectrice, en 2020 pour se protéger elle-même. Pourquoi John Connor n'est plus le leader de la résistance, me demanderez-vous? Parce qu'il s'avère que Skynet, avant que sa timeline ne soit effacée, avait envoyé plusieurs Terminators en même temps à différentes époques, histoire d'être sûr de réussir son coup. Ce qui n'est scénaristiquement pas une mauvaise idée. Et que l'un d'eux est parvenu à accomplir sa mission, tuer John. Alors, je comprends que cette décision de tuer John puisse agacer, mais bon, au final il est quand même élevé au rang de guide spirituel. Ce qui fait de lui définitivement le Messie. Et oui, car je n'en ai pas encore parlé, mais John Connor, outre le fait qu'il ait les mêmes initiales que John Carpenter, Jason Clarke, Jay Courtney ou James Cameron, a aussi les mêmes que Jésus-Christ. D'où le fait qu'il soit l'enjeu principal dans les 4 premiers films, au point même où ça en devient ridicule, vu que dans le 4, si Marcus Wright se sacrifie pour lui en donnant son cœur, c'est pour sauver le Messie, faisant de lui un fanatique religieux. Le vrai problème avec les remplacements de John par Dani et de Skynet par Légion est que, du coup, au final, qu'on sauve ou non le chef de la résistance et qu'on tue ou non l'IA responsable du jugement dernier, apparemment il y aura de toute façon un jugement dernier et un remplaçant pour chaque poste. Ce qui, par conséquent, rend les histoires et les enjeux de Terminator caduques. Poursuivons. Le Terminator Rev 9, sorte de TX de Terminator 3 amélioré, car il peut se dupliquer grâce à son enveloppe de métal liquide, arrive en 2020 pour tuer Dani. De son côté, Grace arrive sous un pont. Et putain, heureusement que Kyle est pas arrivé de la même manière. Et non contente de déglinguer la gueule des policiers qui sont là pour l'aider car ils pensaient à un kidnapping, Grace vole les vêtements du mec qui était venu l'aider avec sa copine. Grace est une humaine augmentée. Une sorte de Marcus Wright plus fragile, car son corps humain ne supporte pas, par définition, les capacités surhumaines de son endosquelette de métal. Ce qui est une bonne idée et fait un lien avec l'opposition humain-machine des épisodes 1 et 2. Le personnage est assez cool et Mackenzie Davis lui fait honneur. Dani se rend au travail où on en profite pour nous faire une critique inutile de la mécanisation de la chaîne de montage industrielle. Qué chido, eh? Señor Sánchez, what's going on? El futuro? Ce qui nous donne un indice sur la compréhension globale de l'œuvre d'origine, qui, je le rappelle, ne se veut pas anti-technologie, et le Rev 9, qui a pris l'apparence du père de Dani, arrive. S'ensuit une scène d'action sympa, puis la traditionnelle course-poursuite qui se termine par l'arrivée de Sarah Connor, qui, devenue une chasseuse de Terminator, dit « I'll be back. Putain, les Connors là, arrêtez de dire cette réplique. I'll be back. Dans l'univers de Terminator, c'est Terminator qui l'a dit. I'll be back. Si vous n'êtes pas des Terminators, vous ne la dites pas. Terminator est une machine, c'est ce qui le différencie de vous, les humains. Compris? Arrêtez de vouloir vous la jouer machine de guerre vulnérable, c'est dans le sens inverse que ça doit aller normalement. Et justement, le 2 nous montrait que ça marchait bien dans un sens, à savoir que le Terminator devienne plus humain, mais pas dans l'autre. Franchement, elle était pas assez guerrière comme ça, Sarah. C'était pas assez. Il fallait en plus qu'elle soit invincible au point de devenir une terminatrice de Terminator. Même John Connor, dans le 4ème épisode, alors qu'il se la jouait mal alpha à la limite de la caricature, n'en menait pas large face au Terminator. On parle du Terminator, une machine invulnérable conçue pour terminer de l'humain. Pas d'une astuce de caractérisation scénaristique pour rendre Sarah Connor badass. Au cas où, je précise quand même que, ici, c'est pas le fait qu'elle soit badass le problème. Le problème, c'est qu'elle le soit au point où ça réduit la menace qui est censée représenter le Terminator à environ 0. Le Terminator, vous savez, cette machine qui porte des lunettes noires et a son nom et sa photo en gros sur l'affiche. Attendez, je comprends pas. C'est pas une machine, Sarah. Alors pourquoi? Et au nom de quoi? Non. Du féminisme?
Terminator traite de l'humanité au sens large, c'est-à-dire tous les sexes, âges ou ethnies, en opposition aux machines. Pas des femmes contre, je sais même pas, le patriarcat ? Bon, là on pourrait croire que je m'échauffe pour rien et que je tire des conclusions hâtives. Il faut que je m'arrête quelques instants pour sauter un peu plus loin dans le film. Le fait que Danny soit le futur chef de la résistance est tenu secret pendant une bonne partie du film, durant laquelle on nous laisse entendre par le biais de Sarah Connor qu'elle est la mère du futur leader de la résistance. Yeah, you're not the threat. It's your womb. Un ventre sur pattes en somme. Prêtant au passage des intentions patriarcales aux deux premiers opus, alors que, pour rappel, There's a chance to meet the legend. Sarah Connor. Taught her son to fight, organize, prepare from when he was a kid. et accessoirement, John porte le nom de sa mère, et que dans le 2, Sarah, aidée de John, Miles et le T-800, ont empêché le jugement dernier en détruisant Skynet, l'antagoniste principal du film, auquel James Cameron, dans le très bon livre L'Odyssée d'un cinéaste, fait référence en usant du pronom personnel singulier « elle ». Ce serait bien de commencer à essayer d'écouter les œuvres que l'on traite afin de les comprendre, avant de leur faire dire ce qu'on veut et surtout n'importe quoi. It's your womb. Et là où dans Terminator 1, la révélation du film, c'est-à-dire que Kyle s'avère être le père de John et donc que Skynet a provoqué sa propre chute, était porteuse du sens de tout le film, à savoir la fatale autodestruction, ici, la révélation choc qui nous est donnée au travers d'un flashback dans lequel Danny a plus l'air d'un enfant voulant jouer les caïds dans la cour de récré, rappelant au passage l'importance d'un bon casting, et que c'est bien de correspondre, ne serait-ce que physiquement, au rôle que l'on est censé incarner. La révélation choc, donc, c'est non, en fait, c'est elle la future leader. S'ils ont gardé ça secret et qu'ils nous le balancent en mode révélation marquante, c'est bien que le propos lui-même du film est uniquement féministe. Alors, qu'on soit bien clair, hein, c'est pas le féminisme le problème, mais son traitement. Terminator a déjà une légère composante féministe à la base, hein. Avec son héroïne, à une époque où les films proposaient encore rarement des guerrières en personnages principaux. Réalisé par James Cameron, le mec qui met des guerrières dans absolument tous ses films. Alors une composante féministe, oui. Un engagement politique en faveur du féminisme, non. Car ça ne fait que réduire le propos de l'œuvre d'origine à l'une de ses composantes déformées. Que le féminisme fasse partie de l'ADN de Terminator, oui. Qu'il en soit l'ADN entier, non. Car ce propos n'a tout simplement pas sa place dans Terminator, puisque contrairement à par exemple Titanic, dont le point de vue développé à travers le personnage de Rose est féministe, Terminator ne dépeint pas un univers machiste ou misogyne. The women in your time, what are they like? Good fighters. Si John Connor est destiné à devenir le leader, c'est pas parce que c'est un homme, c'est à cause de Skynet qui a voulu tuer sa mère dans le passé. Et s'il est devenu le leader, c'est parce qu'il y a été entraîné toute sa vie par sa mère. La progéniture de Sarah aurait tout aussi bien pu être une Jane Connor que ça n'aurait rien changé. Alors que là, aucune raison n'explique que Danny soit destinée à devenir la leader. Du coup, qu'est-ce qu'il en ressort ? Bah qu'elle y est destinée parce que c'est une femme. Et là, vous allez me dire, bah non, c'est parce que Légion a voulu la tuer comme Skynet a voulu tuer John, donc ça va, c'est pareil. Alors oui, à la légère différence que lorsque John est leader, on voit que son personnage a fait ça toute sa vie. Quand Danny l'est, son personnage ressemble à un ado pas content de s'être sali les joues. Honnêtement, qui croit 2 secondes que ce personnage est le chef de la résistance ? Encore une fois, les bons castings, ça existe. Et le tout couplé à un message féministe inopportun, et paf, la déduction logique de ce qui nous est présenté est « elle est la leader parce que c'est une femme ». Et pour éviter tout malentendu, que le leader soit une femme n'est pas un problème, mais que, en apparence du moins, ce soit la justification de son leadership en est un. Et ça vaudrait aussi pour John si son statut de leader n'était dû qu'à son sexe. Parce que du coup, en essayant de faire passer un message qui se veut progressiste à travers un personnage destiné à sauver l'humanité pour la seule raison qu'il est de sexe féminin, Dark Fate ne fait que réduire le personnage de Danny à sa condition de femme et donc à ce qu'elle a entre les jambes, faisant de son sexe le déterminant de ce qu'elle est et représente. Ce qui est l'inverse du message initial qui voudrait qu'au contraire, on oublie ce qu'elle a entre les jambes pour ne voir en elle que la leader. Et du coup, que nous dit involontairement ce film en nous présentant comme quelque chose de surprenant le fait qu'une femme soit à la tête de la résistance au point que cela tienne place dans le scénario de retournement de situation ? Eh bien, ironiquement, que c'est surprenant qu'une femme puisse être à la tête de la résistance. Eh ouais,
C'est ce qui se passe quand on insère de force du féminisme dans un univers qui n'est pas machiste. Ou, d'une manière générale, car c'est applicable sur n'importe quel film ou œuvre qui se veut artistique, lorsqu'on met en lumière un élément qui n'était pas dans l'ombre à la base. Malgré des intentions louables, on finit par dire l'inverse de ce qu'on voulait dire au départ. Donc, ce traitement balourd du féminisme renvoie non seulement une mauvaise image du féminisme en le présentant comme une idéologie intrusive, mais en plus, il ne fait qu'induire l'idée selon laquelle un personnage principal féminin devrait automatiquement incarner le féminisme. Un personnage principal féminin ne peut rien incarner d'autre. Vraiment. Même pas un truc du genre l'humanité, par exemple. On peut proposer tous les points de vue au cinéma ou dans l'art en général, mais il ne faut pas les imposer, il faut les développer correctement, avec nuance, afin qu'ils forment un tout avec l'œuvre, pas les insérer aux dépens de l'œuvre. Sinon, leur traitement s'en trouve fatalement incomplet, donc biaisé, et donc mal perçu à cause du manque de recul qu'il aurait dû apporter pour être compris correctement. Alors, je comprends que l'on veuille compenser des années de cinéma durant lesquelles on imposait des rôles secondaires aux femmes, sans pour autant être forcément des rôles de potiches, hein. En tout cas, mis à part quelques exceptions, pas dans les meilleurs films, pas ceux qui nous sont restés en mémoire pour leur qualité du moins. Et certainement pas les Terminator de Cameron. Mais qui imposait ça? Eh bien, les mêmes que ceux qui, aujourd'hui, nous imposent ça. Ou ça. Et qui sont-ils? Les réalisateurs, les studios, les spectateurs? Vous avez sûrement déjà la réponse, mais je la précise quand même. Une synergie des trois. Et pour pallier à ce genre d'accident industriel, je pense tout simplement qu'il faut cesser d'imposer notre point de vue aux auteurs et aux autrices, et les laisser nous proposer les leurs. Car imposer un point de vue, même si, en l'occurrence, favorable à la diversité, eh bien, ironiquement, empêche la diversité de points de vue. Et empêcher la diversité de points de vue entraîne, d'un côté, la création d'une pensée unique, et de l'autre, un rejet du point de vue imposé, et ce, même si ce dernier est fondamentalement bon. Lorsque James Cameron traite de personnages féminins sans pour autant délaisser ses personnages masculins dans ses films, il nous dit que les hommes et les femmes se valent par leurs qualités comme par leurs défauts inhérents à leur condition commune d'êtres humains. Lorsque Disney traite de personnages féminins, en tout cas avec Terminator, ou une autre saga que je ne citerai pas, il le fait sans nuance et limite par opposition aux personnages masculins. This is the vehicle's top speed. Alors, je ne sais pas si c'est pour s'attirer la sympathie d'un public en particulier ou pour se donner une bonne image, mais quoi qu'il en soit, dans tous les cas, il faut arrêter de tout mélanger. Un film doit avant tout raconter une histoire, on peut y développer son point de vue, mais pas s'en servir de vitrine politique en surfant sur quelque idéologie ou cause que ce soit. Sinon, le cinéma devient juste un outil marketing ou, dans le pire des cas, de propagande. Mettez des noirs, des femmes, des trans, des hommes, des lions, ou qu'importe, du moment qu'on nous présente de bons personnages, parfaitement imparfaits, dont les enjeux personnels et émotionnels permettent à n'importe qui de s'y reconnaître. Mais ne nous fourguez pas des personnages creux destinés à ne flatter qu'une partie du public. Quand Spielberg raconte l'horreur des camps de concentration, il ne le fait pas que pour les juifs. S'il y a une communauté dans laquelle nous devons tous nous sentir et nous rassembler à travers le cinéma et l'art en général, c'est la communauté humaine, car c'est le meilleur moyen de nous identifier aux innombrables personnages qu'on nous y dépeint, et donc de comprendre l'infinité de points de vue que représente l'entièreté de notre espèce. Bref, pour en revenir à Dark Fate, il s'enfuit, trouve le meurtrier de John, un Terminator qui a vieilli comme dans le 5 et a des problèmes de genoux comme dans le 5. Il le trouve car Grace a ses coordonnées tatouées sur le ventre, coordonnées que lui a confiées Danny dans le futur, ce qui prouve que tout ceci s'est déjà passé et que le jugement dernier est inévitable, comme dans le 1. Le Rêve 9 les poursuit, donnant lieu à une ou deux scènes d'action assez cool, jusqu'à la baston finale qui se déroule dans un barrage où là encore, on nous délivre une scène d'action cool, qui mène au climax durant lequel Grace se sacrifie comme Marcus dans le 4. Danny tire sur le Rêve 9 au fusil à pompe comme Sarah Connor dans le 2, puis il le prend au corps à corps comme dans Dark Fate, mais bon, voilà. Le T-800 se sacrifie comme dans le 2 et dans le 3, et le Rêve 9 meurt à cause d'une cellule à énergie comme la Terminatrice dans le 3. À la fin, Sarah et Danny, la remplaçante de John, partent en jeep comme dans le 1, en beaucoup moins classe, et voilà, c'est terminé. Techniquement, mis à part quelques effets spéciaux un peu moches, Terminator Dark Fate n'est pas mauvais. Les scènes d'action sont, à mon sens, efficaces, le scénario est correct et ne souffre pas d'incohérences trop gênantes. Et oui, je sais que le Terminator devenu Papa Poule a extrêmement déplu, mais... Et s'il ne s'était pas sacrifié dans le 2, vous pensez qu'il serait devenu quoi? Bah il se serait occupé de Connor de la même manière, hein. Et puis bon, quand il s'agit de taper, il tape, hein. Non, le problème de Dark Fate...
outre le fait de réduire le propos de Terminator à « on serait tenté de le croire », une vitrine politique opportuniste pour Disney, c'est qu'il n'apporte rien, à aucun niveau. Il pioche un peu partout, même dans les épisodes qu'il nie, et même dans le 5. Comme une certaine autre suite l'a fait avant lui, il se contente d'annuler tout ce qui s'est passé dans les épisodes précédents, simplement pour réattribuer l'histoire et les enjeux à d'autres personnages. Mais contrairement à cette certaine suite, qui ne respecte rien de ses prédécesseurs, ou à cette horreur de putain de merde, il respecte malgré tout la symbolique liée à l'humanité et aux machines. Et bon, au moins il a le mérite d'offrir une fin sympa au mythique T-800. Contrairement à cette saloperie de... En conclusion, pourquoi la saga Terminator s'est-elle auto-terminée? On ne peut pas réellement répondre à cette question. On peut juste émettre des suppositions avec les éléments dont on dispose. Mais avant, on peut techniquement déterminer comment. Tout simplement à cause du non-respect des règles établies dans le premier épisode. À la fin du 1, Skynet était vaincu. La fin du 1, c'était la fin tout court. Dans le 1, on nous disait que Skynet avait envoyé un Terminator dans le passé à cause de sa défaite. Donc, dans le 2, si elle n'a pas été vaincue, pourquoi en renvoyer un? Et comment la résistance, qui n'a donc pas gagné, est-elle au courant qu'elle en a renvoyé un? Et du coup, dans le 3, si John est mort dans le futur et que Skynet n'a toujours pas perdu, pourquoi renvoyer un Terminator le tuer dans le passé en tant que cible prioritaire? Et dans le 4, pourquoi ne pas tuer Kyle? Et dans le 5, pourquoi? Et dans le 6, pourquoi les voyages dans le temps, vu qu'ils ne servent à rien? À force de liberté prise sur l'enjeu de base qui est, je le rappelle, sauver le futur chef de la résistance, on en arrive soit à des aberrations scénaristiques, soit à des non-sens purs et simples. Donc voilà comment la saga s'est auto-terminée. Mais pourquoi? Sûrement parce que Terminator 1 a eu du succès, ce qui a entraîné la mise en chantier d'un deuxième opus qui, bien qu'ayant d'énormes qualités, a ouvert une boîte de Pandore fatale à la saga qui, peu à peu, dès l'abandon de James Cameron aux commandes, s'est transformée en franchise dont les épisodes ont lentement décliné jusqu'à devenir totalement l'inverse de ce qu'ils étaient au départ. Pour enfin être achevé par la politique qui, depuis quelques années maintenant, gangrène le cinéma. C'est quand même fou de se dire que ce qui était le plus proche d'une réelle fin à la saga de base est un jeu vidéo sorti en 2019 qui, bien qu'étant un petit budget au scénario souffrant lui aussi de quelques incohérences, respecte bien mieux l'univers ainsi que les personnages mis en place par James Cameron en 1984. Ces suites, en mettant de côté Terminator 2, et bien que j'éprouve de la sympathie pour Terminator 3 et 4, n'ont pas été faites avec cœur par un auteur ou une autrice qui croyait en son histoire, ses thématiques et ses personnages, mais par des gens ne voyant en Terminator qu'un moyen de faire du profit grâce à l'amour que le public portait à cet univers qui n'était pour eux qu'une franchise. Pas une saga, une franchise. Une chaîne de fast-food qui sert la même merde 1000 fois par jour, et donc fatalement elle a fini par s'auto-détruire comme l'avait ironiquement présagé Terminator 1. Terminator méritait un 3e épisode, une vraie conclusion. Cette saga aurait dû être une trilogie, mais nous avons déjà la chance d'avoir eu un diptyque de légende, et selon votre degré de tolérance, 2 suites sympas malgré leurs imperfections, je crois qu'on devra s'en contenter.